Sur la première 7h38, on va donc parler de l'avenir de la mobilité, mais aussi de son histoire. L'un ne va pas sans l'autre avec notre invité ce matin, Laurent Tissot. Bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur d'histoire à l'Université de Neuchâtel, spécialiste notamment des transports, ça tombe bien, mais aussi du monde économique. Vous êtes avec nous jusqu'à 8h pour évoquer tous ces bouleversements que la Suisse va connaître dans le domaine des transports à court ou moyen terme. Alors à court terme, ça va être d'abord au début juin l'inauguration du tunnel NLFA, comme on a dit, sous le Gothard, tunnel ferroviaire, 57 km, c'est l'ouvrage du siècle, c'est le plus long du monde, qu'on présente volontiers comme une révolution. Il y a d'autres changements aussi. En Suisse, certains rêvent de construire un immense tunnel souterrain uniquement dédié au transport de marchandises. Ça, c'est un projet qui a été présenté la semaine dernière, qui rappelle un tout petit peu, pas totalement, mais un tout petit peu Swiss Metro, enterré il y a une quinzaine d'années. Puis aux États-Unis, ça, c'est aussi un projet qu'on a connu, qu'on a découvert il y a quelques temps, un projet de ligne ferroviaire à très grande vitesse qui sera testé en 2016 dans le désert du Nevada. Ça s'appelle Hyperloop en français, défendu et imaginé par le milliardaire Elon Musk, qui est déjà le patron de Tesla, et qui pourrait un jour permettre de relier New York et Los Angeles en moins d'une heure. Alors on est dans la science ou fiction, on verra. Peut-être se replonger dans le contexte historique, Laurent Tissot, avec vous. En 1880, quand on a inauguré, c'était en 1882, si mes souvenirs sont exacts, le premier tunnel ferroviaire, le tunnel de Fête sous le Gothard. Est-ce qu'à l'époque, on se disait aussi la même chose, que c'était une folie, comme on se dit maintenant, cette Hyperloop est une folie? Si on se replace dans le contexte, est-ce que les deux époques sont comparables? De ce point de vue-là, oui, elles sont comparables. Dès lors que le tunnel du Gothard, le ferroviaire de 1880, marque en quelque sorte un jalon dans une espèce d'obsession humaine, depuis la révolution industrielle, d'aller plus vite. Si vous faites une histoire très longue des transports, jusqu'en 1800, la moyenne de déplacement est de 15 km à l'heure. Depuis les Romains à peu près jusqu'à 1800. Il y a eu une augmentation, on est passé 9, 10, mais le maximum est 15. Si vous avez un très bon attelage, des relais suffisamment proches, et la chaussée parfaite, vous atteignez 25 km à l'heure. Et c'était allé très vite. L'arrivée du chemin de fer, c'est 40 km à l'heure, 1840. 1880, au moment où le Gothard s'ouvre, c'est à peu près 100 km à l'heure. Donc on a une rétraction de l'espace-temps. En quelque sorte, le temps se détache de l'espace. L'espace ne devient plus un problème. Le problème, c'est le temps. Donc, toutes ces avancées importantes, comme le tunnel du Gothard, sont des moments qui, en quelque sorte, marquent la capacité, mais aussi la névrose humaine, depuis 1800, de croire qu'on peut annihiler l'espace. Névrose, dites-vous, c'est un mot qui est très connoté. Alors vous êtes historien, c'est plutôt psychanalytique comme terme. Oui, un peu, parce que la question « où êtes-vous » n'est plus pertinente maintenant. À l'époque, déjà en 1880. Déjà à l'époque, mais surtout maintenant, puisque le monde non seulement est à nous, avec la révolution technologique de la fin du XXe siècle, mais on va au monde en prenant des moyens de transport qui vont tellement vite qu'il n'y a plus d'espace. D'aller de Los Angeles à New York en 45 minutes, c'est 4000 km. Donc on a une vision absolument, alors là, qui est à proprement révolutionnaire et un peu névrotique, de croire que l'espace est complètement annihilé, que le temps devient annihilé. Donc on est partout à la fois. Vos collègues qui travaillent ici sont connectés partout. Donc il n'y a plus de problème. Alors bien sûr qu'on va gagner ces instants de temps disponibles qui ne passent pas dans cet entre-deux où on voyage, seront bien sûr consacrés à l'autre chose. Je ne sais pas à quoi, peut-être à des randonnées pédestres, on passera le temps comme ça. Mais là, il y a un phénomène absolument fascinant de voir qu'on n'arrête pas de croire qu'il est possible, en quelque sorte, de vivre dans une société, de vivre une existence où le déplacement est annihilé, où l'espace est annihilé, où le temps est annihilé. Donc on aura un immense avantage, une immense possibilité de jouir de son temps sans contrainte. Oui, donc tout ça questionne évidemment notre rapport à la vitesse, notre névrose, puis c'est l'utopie de l'ubiquité aussi, évidemment, avec nos petits appareils portables et les réseaux sociaux, nous sommes déjà ubiquitaires. Pour le meilleur ou pour le pire, c'est selon. Cela dit, cette révolution qui a eu lieu en 1882, vous l'avez dit, on est passé à l'époque de quoi, 25-30 km/h de moyenne de déplacement à 100 km/h déjà, ce qui était énorme. Est-ce qu'on peut dire que ce qui sera inauguré aussi le 1er juin 2016, cette liaison ferroviaire alpine de 57 km sous le Gothard, tunnel de base,
sera aussi révolutionnaire? Alors, le terme révolutionnaire est peut-être un peu fort. Ça va en tout cas faciliter les transports. Et il faut espérer que ça va quand même éliminer d'une part les bouchons et que les conséquences sur l'environnement seront moindres. De ce point de vue-là, je crois que c'est un apport important, mais il ne faut pas se leurrer de croire que ça résout tous les problèmes. Et l'augmentation de la mobilité, eh bien, on est conscient qu'elle va encore se poursuivre. Il y a une pression démographique qui est quand même énorme, mais jusqu'où on peut résoudre tous ces problèmes, ça, je ne sais pas. Mais certainement que ce tunnel va apporter, va peut-être réduire les nuisances. Je pense qu'il faut voir le problème comme cela, que le transport, que la mobilité en général, maintenant, apporte à la société tout entière. On parlait de névrose, Laurent Tissot, terme psychanalytique. Est-ce qu'au fond, ce n'est pas tout à fait consubstantiel à l'espèce humaine que de toujours vouloir aller plus vite? Au fond, 1870, 1880, c'est le début de la révolution industrielle, c'était 1850, mais on est à peu près dans les mêmes eaux. Depuis 150 ans, on est toujours allé plus vite. Au fond, on a toujours poursuivi ce but-là. Ou est-ce que vous voyez dans un pays ou dans un lieu, quelque part, où on est tiré le frein à main? Non, je ne crois pas. Non, vous avez raison. On veut aller toujours plus vite. Alors, il y a aussi une part de recherche d'immortalité, là, certainement, qu'on veut... C'est aussi cela? Oui, moi je pense qu'il y a là derrière, il y a beaucoup de choses qui se passent. Parce que quelle est l'utilité? Il y a même des sociologues qui disent qu'aujourd'hui, finalement, aller plus vite, finalement, c'est aller moins vite. Dès lors que vous avez des bouchons, enfin voilà, vous êtes pris dans des trafics où vous êtes avec votre voiture, les trains sont en panne. Donc, quel est le but de tout ça? Est-ce que d'aller plus vite, est-ce que forcément de supprimer cet entre-deux où on voyage, où on se déplace, est une bonne chose? Est-ce que cet entre-deux qui est nécessaire, parce qu'on va d'un point A à un point B, donc il faut passer du temps à se déplacer, est-ce que cet entre-deux n'est pas aussi l'occasion de nouer des contacts, une sociabilité avec les voyageurs, avec les autres? Là, j'ai pris le métro, c'était terrible comme ambiance, parce que tout le monde me fêtait dans son coin, ne parlait pas. Donc, on voit que ce que j'ai fait comme voyage de la gare jusqu'ici, c'était... On parle du métro M2 de Lausanne, pour les auditeurs. J'étais pas en panne là ce matin. Mais c'est un moment terrible, parce que les gens sont contraints d'être là-dedans. Et peut-être de se dire, mais non, mais justement, c'est une façon de voir des gens, de dialoguer, et ça n'est pas le cas. Donc il y a quand même le sentiment que le déplacement est forcément est une nuisance. Il faut supprimer cet entre-deux où on est contraint d'être là et d'attendre que j'arrive à mon point de destination. Je vous entends bien, Laurent Tissot, c'est une parole, entre guillemets, un peu décroissante, mais je vous rétorque cet argument-là. Est-ce qu'on a le choix? Est-ce qu'au fond, la Suisse du 21e siècle, de 2016, a le choix de construire ou de ne pas construire un tunnel sous les Alpes? Parce que ça ne concerne pas que les Suisses, ça concerne tout l'axe nord-sud ou sud-nord, c'est selon. Est-ce qu'on a véritablement le choix, nous, par exemple en Suisse, pour reprendre cet exemple, ou par exemple la ville de Lausanne, qui a construit le M2 en 2008, est-ce qu'on a le choix? Imaginons un monde, aujourd'hui à Lausanne, sans M2, un monde sans tunnel sous le Gothard. Est-ce qu'on n'aurait pas trop de pression de nos voisins européens aussi? Est-ce qu'une Suisse à 8 millions sans tunnel serait encore vivable? Voilà, je vous retourne l'argument. Oui, lorsque le Gothard a été le premier train à passer le tunnel du Gothard en 1881, toutes les maisons du canton d'Uri avaient montré un drapeau noir en signe de deuil. C'était l'intrusion, en quelque sorte. Les Uranais ressentaient les choses comme ça, mais ils l'ont revécu après avec le tunnel routier en 1980. C'était pour ces Uranais, le tunnel était une véritable agression contre leur mode de vie, contre leur façon d'exister, qu'on soit d'accord ou pas. Ils ressentaient ça comme une véritable agression. Pourquoi? Parce que ces voitures, ces trains défilent, mais ne s'arrêtent pas. Donc ces gens-là n'ont que les nuisances. Donc on peut aussi voir les choses comme cela. Est-ce qu'on ne peut pas aussi ralentir notre déplacement en s'arrêtant en des lieux qui se trouvent dans cet entre-deux, et aussi de jouir de ce qu'on voit, même si on est là que pour 1 ou 2 jours. Le canton d'Uri est un beau canton, et il mérite d'être aussi vu, mais non, là les voitures défilent, les trains défilent, et les gens, le plus rapidement possible, je veux être là où je veux aller. Mais le reste, ça ne m'intéresse pas. Au contraire, c'est une nuisance. Ces Uranais, ce canton d'Uri qui disparaissent finalement, qu'on ne voit plus, comme ça je ne serai plus en mesure de m'embêter
à attendre que j'arrive à Milan. Mais en même temps, vous êtes historien. L'histoire de la Suisse est totalement liée à celle de ces tunnels, de ces trains, bon, de ces hôtels aussi, etc., de ces banques. Mais enfin, tout ça va d'ailleurs de pair, parce que les banques ont été créées pour creuser les tunnels. Hein, aussi, on connaît l'histoire, la banque du Gothard, etc. Et vous qui êtes donc historien, est-ce qu'on peut imaginer une Suisse sans ces ouvrages-là? Non, ce ne serait pas la Suisse moderne. Non, mais ça, c'est aussi un mythe, c'est aussi une construction. On peut vous dire qu'en Autriche, il y a un gros tunnel qui s'appelle le Bremner. On construit des tunnels parce qu'on a des montagnes, on n'a pas le choix. Géologiquement, c'est une donnée. Mais vous avez d'autres montagnes ailleurs, donc il faut quand même pas exagérer ce passage. Et peut-être qu'on a surdéterminé l'impact du tunnel ferroviaire de 1880. Il y a des études statistiques qui montrent qu'il ne faut pas croire que tout d'un coup le nombre de passagers a augmenté, que le nombre de trains a augmenté. Tout ça, c'est notre propre perception des choses, qu'on veut croire que la Suisse est un passage obligé. La Suisse s'est battue. C'était un combat qu'elle a mené avec des capitaux étrangers, pour la plupart. Oui. Et l'histoire ne s'arrête pas, c'est toujours un combat. Maintenant, on va voter dans 2 semaines. J'imagine ce que vous allez voter, hein, d'après ce que vous venez de nous dire. Non ça, je vais sortir mon joker. Mais non, mais moi, je me pose la question. C'est-à-dire, si on crée des nouveaux... tunnels, des nouveaux passages qui permettent d'aller plus vite. Quelle est la raison de ces réalisations? N'est-ce pas? L'offre peut se créer des besoins, ça c'est sûr. Mais est-ce que c'est toujours possible de croire que nous vivons dans une société qui doit être mobile? Peut-être que le problème, c'est que la mobilité va créer l'immobilité. Oui. Il y a des chercheurs qui le montrent. C'est-à-dire que on est là, on est partout. On peut être connecté avec San Francisco, avec n'importe quel... Alors, quel est le but d'accroître notre vitesse pour aller plus vite alors que le monde est à nous? La révolution des transports, c'était quoi? C'était d'apporter l'être humain au monde. La révolution des techniques, c'est d'apporter le monde à l'être humain. Mais où est-ce qu'on met la limite? Moi, je vous entends, Laurent Tissot, où est-ce qu'on met la limite? Parce qu'au fond, là, on est partout, on continue de creuser des tunnels, on a ces réseaux sociaux, ces appareils mobiles. Bon, très bien, c'est la réalité d'aujourd'hui. Mais on pouvait déjà faire le même commentaire pour l'inauguration du Gothard en 1882. Oui, c'était déjà cette névrose. Oui, donc, où est-ce qu'on met la limite? Le train aussi. Enfin, bon, est-ce qu'on peut être on restera chez soi, peut-être. On aura tout dans le... Oui. Voilà. Mais comme je l'ai dit, la question « où êtes-vous » n'est plus pertinente, puisque tout est là. On continue sur les projets 2016. On a eu, il y a quelques jours, cette présentation de projets de transport de frais souterrains, une sorte de petit Swiss métro pour les trafics de marchandises uniquement. Ça fait du sens au niveau suisse, au niveau de la mobilité d'aujourd'hui? Ah oui, alors absolument, ça fait sens. Ah, absolument, dès lors qu'on va s'économiser des accidents en gare de Lausanne il y a une quinzaine d'années, bien sûr que ça fait sens. Et je pense que c'est un projet auquel il faut réfléchir très sérieusement, parce que en faisant circuler ces trains souterrains, on élimine un nombre de nuisances incroyables. Donc pour les marchandises, ça fait plus de sens que pour les humains. Au fond, la question ubiquitaire n'a pas lieu pour les marchandises. Pas drôle, hein. Enfin, c'est vraiment pas très drôle. Oui, ça fait plus de sens pour les marchandises que pour les humains. Et puis cet Hyperloop américain, donc là on l'a abordé, ça ne vous fait pas rêver, une sorte de tunnel où on crée le vide d'air, on peut aller à 1000 voire même 6000 km/h à terme. Bien sûr, mais c'est Jules Verne, on est fasciné par Jules Verne. Donc là oui, c'est aussi... Alors ça a coûté cher, peut-être, le promoteur a beaucoup d'argent, mais là peut-être il n'en aura pas assez. Est-ce qu'il n'y aura pas des lobbies aéronautiques routiers qui vont s'opposer? Là, on entre dans le domaine politique et on ne peut pas dissocier le monde de la mobilité du monde de la politique, de la culture. Enfin, c'est un élément, un conglomérat. Enfin, c'est notre société dans toute son épaisseur lorsqu'on aborde les questions de mobilité. La mobilité ne se résume pas à un déplacement physique. La mobilité, c'est quelque chose qui touche tous nos éléments affectifs, sensoriels, culturels, symboliques, politiques, bien sûr, économiques. Donc il faut prendre les problèmes de mobilité dans ce sens-là, de voir quels sont les effets de la mobilité, quelle raison, qui est un scandale, on voit à Calais, où justement ces gens se déplacent, utilisent la mobilité qu'on a construite, et on leur interdit d'aller plus loin et d'utiliser ce que nous faisons. Donc il y a des graves problèmes sociaux,
politique, et même peut-être, est-ce qu'on n'a pas racialisé la mobilité ou ethnicisé la mobilité? La mobilité qu'on crée, elle est pour nous, les Blancs, les Occidentaux, mais pour certaines populations, ces réfugiés qui sont bien obligés de partir, est-ce qu'on leur interdit d'utiliser ce qu'on croit comme être un progrès éternel? Donc c'est un paradoxe, parce que c'est vrai qu'on parle d'hypermobilité de très grande vitesse, puis en même temps, on est tenté et on le fait, on referme les frontières. C'est Absolument. Ça, pour vous, c'est le paradoxe d'aujourd'hui. Oui, on interdit à d'autres ce que nous, on a créé comme étant justement notre névrose. Mais pourquoi ? Est-ce que finalement, la liberté individuelle, de se déplacer, quand on se déplace, on est libre. Et là, on interdit à ces gens pour des raisons, dont on peut discuter longuement, des pour, des contre, mais c'est un grave paradoxe. On constate que finalement, cette mobilité, elle n'est réservée qu'à un certain nombre de gens et que d'autres sont exclus.